une exposition qui est faite par des chercheurs qui ont le même intérêt, qui travaillent sur les travailleurs des déchets. Ce n'est pas une exposition sur les déchets, c'est une exposition sur les personnes qui sont impliquées dans la récupération, la revente et le recyclage des déchets. On s'est rendu compte en tant que chercheur qu'on prenait de plus en plus de photos, et pour s'en rappeler, déjà c'est comme prendre des notes, et petit à petit on s'est rendu compte qu'une photo des fois disait beaucoup plus qu'un article que pas grand monde ne lit. Cette exposition, ça nous a, en tant que chercheur en sciences sociales, nous a posé des problèmes. Comment on se positionne entre esthétiser notre recherche avec des jolies photos, montrer la réalité, et surtout en parlant d'un sujet pareil, autour des déchets. Elle est conçue, alors ça tombe bien à la Villette, cet endroit, parce qu'on monte peu à peu. On commence en bas de l'échelle sociale, c'est dans la décharge, et on termine en fin d'exposition avec une reconnaissance des travailleurs des déchets, une dignité qui est récupérée, on va dire, grâce à l'exposition. Vous verrez assez peu de photos de décharge, il y en a une ici, il y en a une derrière, parce que c'est compliqué, on ne sait pas comment, on ne sait pas résoudre le problème de faire une photo qui montre la réalité sans esthétiser cette pauvreté, ce travail difficile. Dans les décharges, ce sont les gens qui font le sale boulot du sale boulot, ce sont ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle sociale. On commence même par cette photo sur la décharge parce que l'idée c'est qu'au début on parle de la collecte, de la récupération des déchets. Donc il y a toute une série de photos où vous voyez les gens avec leurs crochets, leurs rickshaws comme ici. Et là aussi c'est pour montrer que la récupération n'est pas quelque chose de spécifique aux pays dits en développement. Vous avez des photos de récupérateurs roms comme ici à Ivry-sur-Seine. Qui sont placés à côté de photos de récupérateurs colombiens, comme ici à Bogota. Vous voyez que finalement les outils sont similaires et ces gens-là souffrent d'un stigma assez similaire que nous, alors que le paradoxe, c'est bien nous qui sommes sales, parce que c'est nous qui polluons avec nos déchets, c'est eux qui les récupèrent. Ici on a Sidiki qui est un réfugié malien. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sans-papier. Il travaille ici, il travaille à Aubervilliers, à côté d'ici. Cette photo a été prise par Pascal. Il fait de la ferraille. La ferraille, c'est une activité qui est très développée en France. C'est toujours pour montrer que ça ne se passe pas que dans les pays dits en développement, contrairement à ce qu'on peut croire. Cette photo a été prise par Claudia Cirelli. L'idée de cette photo, c'est de mélanger les travailleurs dits formels, les éboueurs de la municipalité, avec le travail dit informel, les récupérateurs qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas un salaire par la municipalité. Là on voit cet homme qui est très fier, qui monte son bras, parce que pour lui, c'est non seulement une source de revenus, mais c'est aussi une certaine source de fierté. Il fait ce travail-là et il en est fier. En tout cas, cette photo montre qu'il y a, avant la mise en benne, jusque-là, il y a une récupération qui se fait. On a les éboueurs qui mettent de côté certains matériaux pour les revendre par la suite. Et on a aussi les récupérateurs informels comme cet homme qui viennent avant la mise à la benne pour récupérer ce qui peut être sauvé. Donc ça aussi c'est pour montrer que cette mécanique de rue, cette récupération réutilisation des pièces détachées, qui est plus possible à faire avec l'obsolescence programmée dans nos pays. Si votre PC est cassé, vous pouvez le faire réparer dans n'importe quel pays dit des Suds, sauf qu'en France, maintenant, c'est plus possible. Il faut changer toute la carte mère. En réalité, c'est comme une voiture, ça peut tout à fait se changer. Bon, mon ordinateur, il a été réparé plusieurs fois en Tanzanie pour pas grand-chose, alors qu'ici, en France, on disait non, il faut le renvoyer, c'est pas possible, il faut tout changer. Là, c'est une photo qui est prise par un collègue à nous, Jérémy Cavé, en Indonésie, à Surabaya. Et pourquoi je m'arrête devant cette photo, c'est que depuis décembre 2007, l'Asie du Sud-Est est complètement envahie par nos déchets. Quand vous triez vos déchets à Paris et que vous pensez sauver la planète, c'est vrai, vous faites un geste et c'est bien d'être des citoyens consciencieux. On le fait à Gentilly, moi aussi je le fais, et Bong le fait merveilleusement bien. Il nettoie même le plastique avant de le mettre à la poubelle. Ces poubelles jaunes, en réalité, 50% partent vers l'incinération, l'incinérateur. Donc ils sont brûlés. Il y a tout un débat, est-ce que c'est bien de brûler les déchets ou pas? Là, en ce moment, on parle beaucoup d'incinérateurs, d'énergie produit par l'incinération, waste to energy. En brûlant les déchets, on récupère la chaleur et on en fait de l'électricité.
Moi je trouve que c'est un peu facile, en réalité on gaspille beaucoup de matériaux en les brûlant comme ça, c'est un peu facile. Et surtout on crée des polluants dans les airs et on en viendra ici, ça ne règle pas le problème. En tout cas 50% n'est pas du tout recyclé mais est brûlé. Et le reste en fait était exporté, revendu à la Chine, parce que la Chine pendant des années avec un taux de croissance pareil avait besoin de matières premières pour faire marcher ses industries. Et donc du coup avoir accès à nos déchets, en fait en réalité c'était des ressources qu'on appelle les matières premières secondaires. Le plastique c'est du pétrole. Donc il suffit de le broyer et on peut retomber sur on peut le recycler effectivement et on peut faire marcher des industries de recyclage, d'économie. La Chine maintenant a un marché intérieur suffisant, ils n'ont plus besoin de faire marcher leur usine avec nos déchets parce qu'ils produisent suffisamment pour marcher de manière plus autonome. Du coup en décembre 2017, ils ont dit non, on ne veut plus les déchets européens-américains à part ceux très bien lavés, triés, donc c'est quasiment impossible d'accéder. Ils continuent à importer mais une part infime. Ils ont arrêté du jour au lendemain. Du coup, nous, nos poubelles qu'on envoyait, alors une moitié était poubelles recyclées, en fait étaient brûlées, l'autre moitié était envoyée pour être recyclée en Chine. Depuis que c'est plus possible de les envoyer en Chine, eh bien, il faut bien que ça parte ailleurs, donc ça part en Indonésie, au Vietnam. Donc on avait notamment Wang et Min Fong qui nous a expliqué hier ce qui se passait au Vietnam, en Thaïlande beaucoup, sauf que les capacités industrielles ne sont pas assez importantes pour prendre en charge tout ce volume de déchets qu'on produit sans cesse depuis plusieurs années. Ce qui fait que c'est pour ça que vous entendez maintenant dans les infos que la Malaisie vient de renvoyer 3000 tonnes de conteneurs vers le Canada, le Vietnam vient de dire non aux importations du plastique en juin 2018, si je me rappelle bien. L'Inde avait déjà fait ça en 2016, à part pour certaines entreprises dans des zones économiques spéciales qui avaient des exemptions pour pouvoir continuer à importer du plastique et du papier. Donc tous cette interdiction de la Chine, tout d'un coup, recompose tout le système. C'est pour ça qu'on a mis quelques photos d'Asie du Sud-Est. Et ça va nous obliger, nous, Européens et Américains, Occidentaux, à mettre en place une filière de recyclage qui en fait n'existe pas en l'état ici. Contrairement à ce que, je ne sais plus qui c'est qui me disait que Macron disait que ça coûterait trop cher ou je ne sais pas quoi, en fait la question ne se pose pas, c'est qu'il n'y a pas de filière de recyclage en France. Il y a seulement 10% de la poubelle jaune qui est vraiment recyclée en France. Donc tout reste à faire. Donc soit on construit la filière de recyclage, soit on change des discours aussi de l'expo, d'un point de vue environnemental et écologiste, c'est de dire que l'idée du recyclage c'est bien évidemment, mais à la base il faudrait réduire à la source et changer de système de production. Le plastique à usage unique, c'est quand même une aberration. On vient de produire en 10 ans autant de plastique qu'on a depuis 50 ans. Et les projections pour les années prochaines sont complètement apocalyptiques. Juste sur l'incinérateur, cette photo-là, vous voyez là, on est au sommet de la décharge de Delhi, d'une des 3 décharges de Delhi, la décharge d'Oka. Delhi, ils viennent de fermer 17 décharges. C'est des décharges qui font 55 mètres de haut, qui s'écroulent parfois, qui en tuant malheureusement des gens. Donc l'idée, c'est de mettre en place un incinérateur pour brûler les déchets en disant mais comme ça, on ne va rien changer dans notre système de production de consommation. Et en parallèle, indirectement, en brûlant la décharge, on va éliminer les récupérateurs qui travaillent dessus. C'est quand même pas très beau. On a une puissance en plein développement, un taux de croissance bien plus fort qu'en France. Je le dis vite fait comme ça. Donc du coup, c'est pas bien d'avoir des décharges. Il faut stopper l'enfouissement. Ils se sont dit, on va mettre en place des incinérateurs. Il y a 33 projets d'incinération en Inde. Et le problème, c'est que quand on brûle les déchets, alors déjà en Inde, ça marche pas très bien parce que c'est pas les mêmes types de déchets, c'est des déchets plus humides. On est dans un pays tropical. Les consommations, même si c'est une classe moyenne importante, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. On a beaucoup de déchets organiques, donc ça brûle pas très bien. Et en tout cas, quand vous brûlez 100 tonnes de déchets, il y en a à peu près 30% qui va rester sur la forme de cendres. Et là, ce tas de cendres noires, ce sont des cendres, des mâches fer qui viennent de l'incinérateur. Et j'aime bien cette photo parce que les gens qu'on voit là, qui viennent du Bangladesh, alors qu'on est à Delhi, c'est toujours mieux de travailler sur une décharge, à récupérer ces merdes que rester au Bangladesh. Donc, je vous laisse imaginer les problématiques sociales qui existent au Bangladesh. Ont des grands aimants et donc on voit là, ici, et à main nue, ils tapent dans les cendres noires, donc extrêmement toxiques.
pour récupérer ce qui n'a pas pu être brûlé. Donc c'est quoi? C'est le métal. Et ce métal est ensuite revendu selon tout le système de collecte, de revente, de tri, etc. à des grossistes. Et je termine souvent mes conférences par ça en disant que en imaginant brûler, faire disparaître les décharges, on s'imagine faire disparaître la pauvreté, et pourtant ces centres d'incinération montrent bien que même quand il n'y a plus rien à récupérer, il y a quand même toute cette population extrêmement précaire qui reste là pour récupérer alors qu'il n'y a plus rien à récupérer. Là, ils arrivent quand même à récupérer 2-3 bouts de métaux et ils vont vivre avec ça. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours une problématique, au-delà de la problématique écologique, il y a toujours une problématique sociale qui reste là prégnante, donc dont on ne peut pas faire abstraction. Ici, on est au marché du plastique, le marché du PVC. C'est un marché qui était au centre de Delhi à l'époque et qui petit à petit s'est fait excentrer, qui est maintenant à la limite qui est vraiment en bordure de Delhi, à la limite de l'État mitoyen du Rajasthan voisin. C'est intéressant parce que, comme en Égypte, comme au Caire, comme au Japon, les communautés qui se spécialisent dans la récupération des déchets sont similaires, marginalisées, stigmatisées. Et quand le plastique est arrivé dans les 70-80 en Inde, ils ont senti qu'il y avait là un truc à faire. Et vu qu'ils étaient déjà stigmatisés dans leur travail tous les jours impur, ils ont commencé à récupérer le plastique et peu à peu ils ont acquis un savoir-faire pour pouvoir distinguer toutes sortes de plastiques, de centaines de plastiques différents. Et du coup il y a des fortunes qui sont construites parmi les Katiks et c'est le plus gros marché du plastique en Inde est détenu par cette communauté-là, la communauté Katik. Là, on voit une vidéo de l'exposition qu'on a organisée avec Rémi à Delhi. C'était une exposition qui avait lieu dans un grand espace public, un espace d'art. Et l'idée était d'organiser l'exposition autour d'un énorme monticule de déchets qui pesait près d'1 tonne et qui représentait la consommation quotidienne de déchets des familles indiennes. Donc en fait, on a voulu créer un petit peu un élément d'interrogation, de curiosité, pour que les gens qui viennent visiter l'expo se disent « Ah oui, on produit tout ça par jour en déchets » et vraiment leur faire prendre conscience de l'importance du problème. Et après, tout autour du cube de déchets, ils pouvaient voir tous les gens qui participaient à l'économie et aux activités pour faire disparaître, recycler, transformer tous ces déchets. Voilà. नीचे का खोलो नीचे का इधर साइड खोलो नीचे Et là, c'était l'occasion justement de faire venir des gens qui habituellement ne viennent pas dans ces lieux, d'avoir une expo qui soit pour eux, avec eux. Et on était très très contents qu'ils puissent voilà, venir et être là avec nous. क्या कीजिए कार्ड में आपका अपनी पिक्चर एक पिक्चर बहुत सुंदर है तो मैं प्रिंट आउट आपके लिए फोटो इधर देखिए फोटो दिखा इधर रिंकी का भी वैन लो साथ में आ गया दोनों बहन भाई कोई भी आ सकते हैं, आपकी बहुत जरूरत है नहीं है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी लेके आना। मैं आपको कॉल कर दूंगा यहाँ करने के लिए। ठीक है, तो ये एक काम करो, ऑटो में करके आएगा, ऑटो पकड़ के आएगा। ठीक है, ऑटो ही करता है, ठीक है, ऑटो में आ जाएगा। Chaque fois qu'on fait cette exposition, c'est aussi un prétexte pour avoir des événements plutôt plusieurs moments. Là,
celle-ci, c'est chez les hommes, ça fait un mois que ça dure. C'est passé par l'école des études en sciences sociales. On a eu différents séminaires de réflexion sur le rôle de l'image en sciences sociales. C'est passé par l'Agence française de développement avec des thématiques plus opérationnelles. Ça termine ici à la Villette au mode plus grand public, où l'idée c'est aussi d'en parler, de discuter avec des gens pour savoir ce qu'ils comprennent. C'était un peu ce qu'on avait fait à Delhi. Il y avait plusieurs moments. Il y avait notamment des ateliers pour enfants, ce qu'on va faire aussi samedi, sauf que là on avait invité des enfants de chiffonniers à participer à l'exposition. Et donc on avait fait toute une cérémonie pour eux parce qu'ils avaient fait des dessins. Là vous avez plusieurs dessins. Alors certains sont en hindi mais traduits, autrement les autres sont en anglais non traduits. Je pourrais vous expliquer si vous avez besoin d'informations. Et j'aime beaucoup cette idée des dessins d'enfants parce que c'est des enfants chiffonniers. La règle du jeu c'était ok, dessinez-moi vos parents au travail. Et ils ont fait des dessins qui a priori au premier abord semblent très naïfs. Que c'est des dessins d'enfants qui ont entre 8 et 12 ans, de chiffonniers. Et en réalité, quand on s'intéresse, quand on regarde ces dessins de manière plus approfondie, c'est des dessins très loin d'être naïfs. On a par exemple celui-ci, Angélie, qui dit que mon père, comme un héros, grimpe sur la montagne de déchets pour les ramasser. Alors on voit Angélie, qui est à côté de la balance, pour peser les déchets de la collecte quotidienne. On voit son père à côté, qui a un sac. On a le rickshaw qu'on voyait en début d'exposition, et donc cette balance pour peser la collecte. Et du coup, ça permettait finalement d'être cohérent avec ce qu'on essaye de faire, de rendre leur dignité jusqu'au bout, à ces travers de déchets, en mettant sur un piédestal, là pour le coup, matériellement, qui était là, à leurs enfants qui étaient très heureux de découvrir l'Indian Habitat Center dans ces conditions un peu où c'était eux les stars de la journée. Là, ils ont pu venir dans ce lieu, avoir toute la visite avec nous, exposer leurs dessins. Ça, sinon, ils seraient jamais venus dans ce lieu. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Et ils leur demandaient alors combien ça coûte. Et bien, tous les enfants, ils savaient exactement le prix que ça coûtait, 100 kilos de déchets. Et je pense qu'on le voit dans la photo qu'il a pris, il y a de la fierté d'être en image. Donc on sent qu'il y a eu quand même une valorisation, un sentiment de fierté d'avoir fait partie du projet et voilà, d'avoir été là à ce moment-là. On veut surtout que les gens, quand ils voient cette pile de déchets maintenant, ils réfléchissent aux gens qu'il y a derrière, aux personnes qu'il y a derrière. Le but d'avoir choisi aussi ces portraits, c'est de donner cette autre image des déchets, d'essayer de voir derrière le côté sale, impur, qui est très souvent associé aux déchets. C'est l'idée de voir que s'il n'y a pas ces gens derrière, la ville ne fonctionne pas. Et leur quotidien ne fonctionnerait pas sans ces gens derrière. Une amie qui était à Beaubourg il y a quelques années, il y a quelques années, voilà. Il y a plein de gens derrière, voilà. La démarche, tout simplement, je suis bengali, originaire de Calcutta, et donc, bon, je travaille jusqu'à maintenant, parce que je viens d'arrêter, puis je travaillais pendant 30 ans même à France Télévisions comme journaliste, journaliste caméraman. Et puis je vais tous les ans à Calcutta, et bon, il y a des gens qui connaissent aussi, j'ai fait d'autres films, bon, voilà, plutôt des documentaires, voilà, pour que alors un peu plus politique, on va dire, sur d'autres thématiques politiques, que j'ai mis sur un site qui s'appelle terredubengal.com, bon, voilà, je fais ma publicité en même temps. Et en fait, je vais tous les ans là-bas, donc pour essayer de trouver des thématiques qui m'intéressent. Et ce qui est vrai, c'est que moi, je connaissais cette histoire des marais, et moi, je trouvais ça complètement surprenant. Alors, j'ai lu dans des journaux, tout simplement, parce qu'en fait, ce que j'ai lu dans des journaux, c'était des scandales qui étaient liés à des constructions illégales qui empiétaient sur les marais, et le gouvernement qui avait décidé tout d'un coup de détruire telle construction illégale pour faire respecter la loi. Tout ça sur fond de corruption et de problèmes politiques que vous connaissez certainement aussi en Inde. Donc c'était comme ça que je me suis un petit peu renseigné. Voilà, j'ai contacté
cette ONG qui s'appelle Public, quoi, hein, donc qui est une ONG militante, hein, ce sont des militants de la cause environnementale et tout ça. Et avec eux, je me suis un petit peu renseigné, et puis donc on a pu filmer. Moi, j'aurais voulu en faire un sujet un peu plus long, un vrai documentaire de 50 minutes, 52 minutes, peut-être plus et tout ça. Et donc, bon, j'avais pas les moyens de le faire, donc je suis resté sur cette espèce de, voilà, de balade dans Calcutta, et puis essayer de raconter tout simplement ce que j'avais vu au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça assez incroyable de savoir, alors je sais qu'il y a les Japonais hein, qui utilisent cette technique-là de filtration, je ne sais pas si on dit filtration. Alors moi, je ne répondrai pas sur les questions scientifiques qui sont développées là, je ne peux parler que de ce que j'ai vu et de la démarche, en sachant par exemple, alors là on n'a pas l'odeur, mais c'est vrai que les marais, c'est infernal comme ça sent mauvais, parce que finalement on est dans quoi? C'est tous les canaux qu'on a vus, qui sont absolument, c'est dégoûtant, ça charrie toutes sortes de déchets solides aussi, hein, des solides, mais comme on a vu, il y a ces espèces de petits barrages comme ça qui retiennent les déchets solides, et puis finalement toute une série de barrages qui vont comme ça d'ouest en est, hein, donc avec le système, c'est très bien expliqué, de marée montante, et donc avec la cuvette qui charrie comme ça les eaux usées vers l'est de la ville, et avec cette problématique en plus, donc qui a été amenée du fait que sur toute la partie est de la ville, hein, donc ça s'appelle Eastern Bypass, hein, donc vous avez l'Eastern Bypass, c'est une espèce de périphérique qui est en train de se construire. Et tout le long de ce périphérique, vous avez tous ces buildings, ces hôtels, etc., qui sont en train de se construire. Donc ça fait une espèce de muraille comme ça, une barrière, qui fait que finalement les eaux s'écoulent de moins en moins. Et tout ça, finalement, avec une question qui est posée et qui se pose aussi, c'est que y en a qui disent, il y a des personnes qui disent, en fait, il serait temps maintenant de faire une vraie usine de traitement des déchets. Voilà, donc une usine de traitement des déchets. Et alors là, ça c'est un des aspects sur lesquels j'aurais voulu travailler. J'avais commencé à enquêter, à travailler un petit peu. Et là, vous avez les sociétés, notamment françaises aussi, qui sont sur le marché de la construction. Mais alors là, c'est des usines gigantesques, ça se chiffre en millions d'euros pour construire des usines de traitement des eaux usées qui n'existent pas dans la ville de Calcutta. Parce que tout est fait, comme on l'a dit à un moment, c'est assez incroyable, perdu comme ça dans la nature. Vous avez ces espèces de vestiges. Les Anglais avaient essayé de faire tout un système, voilà, et puis finalement ça a été abandonné parce que ça marche très bien. Ça marchait très bien. Alors c'est vrai que maintenant c'est 15 millions d'habitants aujourd'hui, et bon voilà, donc donc on ne sait pas trop ce que vont devenir ces marais. Pour l'instant, la défense des marais, de ce que j'ai essayé alors il y a 4-5 ans, enfin je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai fait, bon, il y a 3-4 ans peut-être ce film-là, et entre-temps, je sais que les constructions, ça continue. Pour l'instant, le gouvernement de Trinamool, ils essayent quand même de faire respecter le fait de ne pas faire construire des bâtiments, mais vous avez quand même des constructions sauvages, vous avez quand même ces déchetteries, ces déchets sauvages et tout ça, donc c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Voilà, c'est à peu près, après je peux répondre à des questions, mais plus sur vraiment pas sur l'aspect technique, voilà, je ne suis pas scientifique, j'ai pas osé goûter non plus le poisson, je dois vous le dire. Bon, après, voilà, c'est... voilà, donc c'était un peu la démarche, quoi. D'année en année, je vois la population de Kolkata augmenter. Les images de la ville ne changent pas, avec sa surpopulation, avec ses bengalis qui se pressent dans la chaleur, le bruit et la pollution. Les marchés sont nombreux et nourrissent la mégalopole, aujourd'hui peuplée de 14 millions d'habitants, une ville qui s'étend tous les jours. C'est au cours d'un de mes précédents voyages que j'ai appris que la ville ne possédait pas d'usine de traitement des eaux usées. Comment était-ce possible en ce début de XXIe siècle? Et je découvrais là un aspect méconnu de la ville, un système d'épuration des eaux usées qui a traversé les âges et qui fonctionne encore. Kolkata, sans le savoir, était à la pointe du développement durable.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez ces eaux usées et puis vous retrouvez ces poissons pêchés comme on l'a vu sur les marchés de la ville, quoi. Donc, moi, comme je dis, c'est une espèce de boucle comme ça qui est quand même assez étonnante. Donc voilà, c'est 12 500, je ne sais plus si je le dis, donc c'est quand même 12 500 hectares, hein, la superficie des marais. Donc ils sont protégés, vous devez certainement connaître par cette convention de Ramsar, qui est la protection des zones humides. C'est vrai que ça fait travailler aussi énormément de personnes, donc c'est toute une économie. Moi je voulais juste, si j'avais pu faire le documentaire jusqu'au bout, j'aurais voulu vraiment travailler plus avec, suivre vraiment ces pêcheurs au quotidien, dans leur vie quotidienne, et voilà, dans leur engagement au quotidien, parce qu'ils sont assez organisés entre eux, justement pour défendre leur travail, enfin, pas mal de choses comme ça. Donc c'est une vraie communauté de gens très pauvres, hein, souvent effectivement des gens qui viennent d'autres, donc des intouchables, enfin, c'est quand même souvent des Orcas, des Bascas et tout ça, qui travaillent sur ces marais et qui sont assez organisés. C'était plutôt là-dessus que je voulais faire. Et puis il y avait, après il y a tout l'aspect scientifique, on aurait pu aussi aller trouver d'autres scientifiques, etc. Y compris aussi des gens du gouvernement. Bon, il y avait possibilité aussi de voir les gens du gouvernement, mais c'est un peu touchy quand même cette question des marais, parce que voilà, c'est devenu un enjeu. Voilà, vous avez les promoteurs qui, eux, construisent, et vous avez le gouvernement qui essaye de respecter les conventions, et tout ça sur fond de corruption. Vous ne savez pas tout d'un coup pourquoi vous avez un truc qui est monté, qui va rester, des gens qui empiètent, qui achètent des terrains, enfin voilà. Et vous avez, comme à Delhi, vous avez le Dhaba, qui est le vrai Dhaba, qui est l'énorme, alors là, c'est une montagne comme ça, ce qu'on voit, on a vu dans les photos, enfin, c'est la montagne, tous les camions qui vont ramasser alors, il y a des composteurs maintenant, hein, voilà, pour le traitement, là, du coup, des déchets ménagers, hein, tout ce qui n'est pas jeté, finalement, dans ces canaux qui traversent, les 3 gros canaux qui avaient été tracés par les Anglais qui vont de l'Ougli, hein, à l'est. Vous avez ces 3 gros canaux comme ça, et puis vous avez donc après il y a des déchets partout, hein, dans la ville. C'est quand même une ville assez sale quand même, Calcutta, encore maintenant, et vous avez ces composteurs. Mais vous avez tous les jours les camions qui viennent ramasser tout ce qu'ils trouvent dans la ville et les déposent quand même encore maintenant dans cette montagne d'ordures. Vous avez des centaines de personnes qui travaillent, qui ramassent, qui trient, et donc on retrouve aussi ce qui se passe là. Mais ils avaient changé, et alors ça faisait aussi partie d'un des projets de Calcutta, c'est que l'ancienne montagne d'ordures est devenue quelque part une espèce de montagne verte. Ils ont replanté des arbres, ils en ont fait presque sur cette montagne d'ordures un lieu d'amusement. Enfin, il y a des coopératives, hein, mais c'est devenu quelque part un business, quoi. Donc c'est tout simplement des entreprises, des négociants, des gens qui ont monté des sociétés qui vont faire travailler des gens, les payer là, et vendre le poisson, et donc c'est tout un business. Est-ce qu'il y a une limite fictive du marais qui a été marquée sur des cartes? C'est délimité par des cartes. Elle est figée. La limite, en principe, elle est figée. On ne peut pas, sur cette limite de 12 500 km², elle est figée. Cette limite, même si les eaux se retirent, on ne va pas. Et l'autre côté, là, ça devient un autre problème qui arrive, c'est que vous avez le Bengale, le golfe du Bengale qui est pas loin, et là, vous avez aussi la salinisation de l'eau qui arrive. Ça, c'est encore un autre problème, notamment aussi avec l'eau salée qui arrive, avec aussi un élevage intensif de crevettes, de grosses crevettes, généralement pour l'exportation. Et ça aussi, de ce côté-là aussi, ça vient vers les marais. Est-ce qu'il y a un attachement en fait des habitants de Calcutta, de la personne lambda qui va acheter son poisson? Est-ce qu'il y a une conscience de l'importance des marais dans la production de poissons Est-ce que ça dépasse le marais en fait? Alors, oui, moi je dirais que les groupes écologistes, enfin vous avez quand même une conscience, l'écologie est quelque chose qui monte comme partout dans le monde, enfin, vous avez une conscience écologique, beaucoup d'associations qui vont veiller, mais y compris en portant des actions devant devant la Cour suprême, hein, voilà, c'est quand ça va trop loin, les ONG dont on a parlé, il y en a plusieurs, elles vont à la Cour suprême en disant, voilà, il faut faire attention, il faut les protéger, il y a l'habitant moyen,
il est très content d'avoir... Alors c'est vrai que le poisson, c'est la nourriture du Bengali, hein, ça c'est comme ça, c'est... Voilà. Donc il est très content d'avoir du poisson. Le poisson du marais, on va dire que c'est pas très cher, hein, parce que c'est pas d'une qualité... Je l'ai pas goûté, mais j'imagine que c'est pas des... Bon voilà, il n'est pas très cher, donc ça... Mais est-ce qu'il sait même, à la limite, qu'ils viennent ou pas des marais? Je suis pas très sûr de ça, quand ils se retrouvent dans les marchés en ville. Je pense pas que ça soit, voilà, c'est pas un enjeu majeur, enfin je l'ai pas vu comme étant un enjeu. Mais aujourd'hui, la question de la construction de la station d'épuration, alors financée par qui, ça c'est autre chose, elle se pose de plus en plus. Moi, ce que je lis, il n'y a pas beaucoup de documentation, parce que si vous posez la question, alors là, par contre, très difficile d'interviewer des responsables politiques sur cette question à l'époque. Mais du coup, il y a quand même bien un réseau d'égouts, mais il n'y a pas de station d'épuration. Ah, il y a un réseau d'égouts, hein. Il y a un sewage, enfin, il y a un réseau d'égouts, oui, il y a un réseau d'égouts, hein. Oui, il y a un réseau d'égouts, absolument, ouais. Vieillissant, etc. Mais par contre, la station d'épuration, ça, il n'y en a pas. Et effectivement, c'est une des questions. Alors, qui va la financer? Moi, alors, ça devient un enjeu effectivement politique entre le gouvernement central de Delhi, qui aimerait bien attirer des investisseurs de type Vinci ou étrangers, etc. Et le gouvernement du West Bengal, qui aimerait bien aussi, mais alors après, là on rentre dans des enjeux politiques et économiques, personne ne va s'avancer sur cette question-là. Parce que là c'est très touchy. Là, il y a opposition entre station d'épuration et marais, mais est-ce que l'un est vraiment excluant de l'autre? C'est-à-dire, si on fait une station d'épuration, l'eau ensuite elle sera un peu plus propre, celle qui arrivera dans les marais, et ça n'empêchera pas probablement, ça m'étonnerait qu'une station suffise pour 15 millions d'habitants. Donc est-ce que c'est pas juste une façon de soulager, enfin je sais pas, sauf si c'est construit peut-être sur les marais. Sur les tensions, je pense qu'effectivement la ville c'est difficile de limiter son expansion, en tout cas. Il y a beaucoup d'essais, mais derrière on voit que c'est difficile de freiner son expansion vers l'Est. Donc après, parce que la rénovation urbaine, en France, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et donc ça sera difficile pour une municipalité d'accélérer un peu le quartier de Salt Lake, qui est au nord de la ville, et ce qu'on appelle aujourd'hui Newtown, ont été construits sur des anciens marais qui ont été asséchés. Complètement asséché. Alors là, du coup, vous aviez des marais au nord de la ville, et là, du coup, ça a été asséché, et vous avez, moi, j'ai toujours connu, alors Newtown, non, vous connaissez Newtown, enfin, vous connaissez c'est comment dire, là-bas, mais Newtown, c'est complètement, et surtout Salt Lake à l'époque, c'était complètement, apparemment, alors moi, je n'ai pas connu à cette époque-là, mais c'était quand même des marais, quoi. Au-delà de ces barrages, je découvre les marais de Kolkata. Un lieu extraordinaire, unique au monde, où ces zones noires et puantes vont se déverser pour être source de richesse. Shaimal Mandol, un technicien piscicole, va m'expliquer comment ça marche. Cette eau, toute cette eau, vient de la ville de Kolkata. Ce sont des eaux usées qui viennent des maisons et des immeubles et qui sont déversées dans les égouts, puis dans les canaux. Cette eau sale est destinée à notre exploitation de pisciculture. Elle favorise la production de zooplancton et phytoplancton. Les poissons s'alimentent et l'eau est ainsi assainie et filtrée. Alors, ouais, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que disent là-bas les chercheurs, la chercheur, et en s'appuyant aussi sur des études américaines qui disent qu'on a étudié les poissons, on a étudié, parce que bon, s'il y avait des risques sanitaires graves, il n'y a pas eu de scandale sanitaire autour de ces poissons. Les gens les bouffent et ils ne sont pas malades. Après, moi je ne suis pas un scientifique, mais ils expliquaient que justement il y a des systèmes de filtration et aussi des jassins d'eau qui fixent les métaux lourds. Ah oui, c'est ça, oui. Et en fait, les métaux lourds aussi descendent apparemment au bout d'un certain temps au fond. Et comme c'est quand même dans les canaux et tout ça, il y a des systèmes comment on appelle de dragée effet, quoi, on creuse quoi, et tout ça. Ce qui fait que paraît-il que les métaux lourds, quand ils descendent comme ça, on les récupère dans les boues. Ah d'accord. Du coup, les eaux sont, parce que les eaux, elles sont, paraît-il, propres. Et on utilise pas mal de films comme ça. Ah, vous pouvez prendre, hein. Qui sont une demi-heure et tout. Ça fait 20 minutes, c'est pas tellement long. Mais même, ça ouvre énormément de pistes. Et ça voilà, c'est ça, la prendre l'image. Non, mais c'est difficile déjà d'y travailler. Elle ou mon mère? Non. Oui, elle, oui. Salut, Bob. Ah ouais, mais je
consiste finalement à tasser, donc la pente ne s'écoule jamais, donc c'est plus comme ça, on ne sait pas encore trop comment. L'idée c'est de suivre le recyclage d'un gobelet en plastique, donc de sa mise en poubelle jusqu'à sa récupération comme on voit là, sa pesée, son tri, son lavage. On va voir que petit à petit ça nous emmène dans les usines. Et tout ça est un prétexte pour faire des portraits des travailleurs qui sont tout au long de la chaîne de ce recyclage du gobelet plastique. Et il y a un troisième niveau, on n'y est pas encore, où en plus on va essayer de regarder l'ambiguïté de ce recyclage, parce que ce recyclage c'est bien beau, mais il y a aussi plein d'effets, des externalités négatives, comme je disais tout à l'heure, écologiques, sociales, c'est pas la solution non plus. Donc le film est un peu à cheval entre les deux, tu vois, on essaye de trouver un équilibre. Donc, du coup là on arrive au PVC Market, donc après la collecte, la récupération, le grossiste, ça commence à passer dans l'étape de transformation. Là les déchets vont vraiment être triés très finement. Et donc là ce que tu entends parler derrière, là c'est des caticles par exemple. Toi là il récupère son sac qu'il met sur sa maison. Et là on le suit le matin, quand il se lève les dents, il fait la petite toilette, il va au boulot. Il bosse, il va faire sa collecte, il en a pour 2 heures, il est dans sa chargeur. Toi là, on va l'agrandir un petit peu cette séquence de collecte, mais ça a déjà été fait et refait, donc c'est important. Là on est sur la décharge qui est en haut. C'est la décharge qui est censée être fermée depuis 15 ans. Et là, ils sont en train de la fermer finalement. Du coup, malgré qu'il y ait l'incinérateur, ils sont obligés. Donc là, c'est les gens de la IT Delhi qui ont mis en place un programme de rénovation de la décharge qui consiste finalement à la tasser pour que la pente ne s'écoule jamais, donc c'est plus comme ça. Et bon, là, on voit pas bien, mais l'idée, c'est tous ces gens-là. Là, tu as un bulldozer qui passe pour essayer d'éradiquer la décharge. Et là, c'est le début du bloc, officiellement. On a 3 minutes de pseudo-introduction. Et à partir de là, on a les portraits qui sont censés commencer, qu'on n'a pas intercalés. यहाँ पे दिन में हम आते हैं कोई 12 और 1 के बीच में, उसके बाद यही छटाई करते हैं सर। पहले वो गांव में रहते थे तो अपना खेती बाड़ी के काम करते थे, भेड़ बकरियों का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। Narendra Modi, il est là, il nous embête avec la démonétisation, ça nous a foutu dans la merde. Maintenant, il dit qu'on est une industrie polluante parce que le marché était fermé 2 semaines, c'est après Diwali. Alors que nous, on fait du Swachh Bharat, c'est nous qui nettoyons l'Inde. Il devrait nous payer, Modi. Alors que maintenant, il nous demande de payer pour ce qu'on fait parce que maintenant, il y a l'équivalent de TVA, la logistique, qui a été mis en place 18%, qui a été rebattu à 4%. Donc ici, tu as sur le marché du PVC, donc dominé par les catiques, tu as un catique qui s'est dit ouais, mais il faut compresser ces bouteilles pour gagner de l'espace parce que le gros problème c'est le stockage pour eux en tant que grossistes. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de stocker au bon moment pour pouvoir revendre au bon moment. Tu vois, en fonction des cours du marché, mais il vaut mieux attendre un petit peu avant de revendre. En décembre 2007, si tu veux, la Chine qui absorbait tous nos poubelles et tous ces déchets plastiques, ils ont décidé d'arrêter les importations. Ils n'ont pas complètement fermé, ils ont dit il y a seulement les plastiques triés, lavés, tel type qu'on autorise maintenant. Et donc, du coup, la majorité des flux se sont réorientés vers l'Asie du Sud-Est. Comment ? La Chine arrête d'importer beaucoup de... ils ont complètement arrêté, là. Il y a 90% de leurs importations ont été stockées, ce qui fait que maintenant les pays d'Asie du Sud-Est sont dans la merde parce qu'ils sont complètement noyés sous nos déchets européens et américains. Avant, on pensait qu'on recyclait, mais en fait, on envoyait tout en Chine. La moitié de nos poubelles jaunes partaient en Chine. Et là, maintenant, ça part en Asie du Sud-Est, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes capacités industrielles que la Chine. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Ça coûte pas cher, on y va là-bas, mais ils ne peuvent pas le faire. Et nous, on n'a pas la filière du recyclage en France. Donc, tout reste à faire en France. Là, maintenant, on s'en rend compte, grâce à la Chine, ça a des gros avantages à la Chine.
fait, voilà, on a filmé ce genre de choses-là. Par exemple, c'est vraiment dans la transformation du plastique. Pour montrer qu'il y a des externalités négatives. Ça pollue le fait de recycler du plastique. Surtout là, on a Uttar Pradesh. Il y a des lignes là où c'est contrôlé, il y a des normes environnementales, ça pollue également. Et chez nous, on peut le faire comme on veut. Le cycle du recyclage du plastique, lui, n'est pas éternel. कबाड़े काम 10 साल हो गया करते हुए मेरे को 10 साल से कबाड़े काम में कर रहा हूँ। प्लास्टिक लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं, धुलाई करते हैं और उसके बाद दाना बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं उसको। इस लाइन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो देश में प्रदूषण समाप्त होएगा और जॉब भी मिलेगा, पैसे भी कमाएंगे इस लाइन के अंदर हम, इसलिए कई फ़ायदे हैं इस लाइन के। मेरे देश को सुरक्षा। On a décidé de focaliser le discours sur le plastique. On aurait pu choisir un autre matériau, comme le métal. Alors là, pour le coup, c'est génial parce que tu peux le recycler éternellement. On aurait pu parler que du positif. On s'est plutôt dit, on va réfléchir en termes aussi de société de consommation, de production. Nous aussi, on est complètement dans le système et on est coupable et victime à la fois de ce système-là. Voilà, tu as le broyage du plastique, son triage, le lavage. क्यों नहीं जाएंगे भाई? बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर हर जगह से आ रहे हैं मजदूर। 3 तारीख को मजदूर रैली, 3 तारीख को आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए आदमी कहाँ नहीं जाते? Là, on est vraiment dans une zone industrielle à Delhi et on a Narela et Bhavana. Donc tu as plein d'usines qui fabriquent tout et n'importe quoi, et notamment des usines de plastique. Alors, les gens sont très réticents pour nous laisser rentrer dans leurs usines parce que depuis 2 ans, le gouvernement de Delhi met en place des normes environnementales très fortes, si tu veux. Et donc du coup, ils sont obligés de fermer. Ils ne peuvent pas suivre. Ils n'ont pas les investissements nécessaires pour investir et se mettre à niveau. Mais du coup, un gros travail de terrain, ça trouve quand même pas mal de lieux. Et avec Goda, on bosse bien. इतने दुनिया खारी कमा रही है, अगर बंद हो जाएगी तो कितने बच्चे परेशान होंगे, कितने दुनिया है जो भूखी मरेगी। ये काम देखो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, गंदे काम से हमें अपना इज्जत बचाने चाहो तो ये काम अच्छा लगता है। अब क्या सोचूं? Moi, idéalement, j'aimerais faire un truc un peu court parce que l'idée, avec lui, du moins, j'ai pas envie de faire un documentaire comme je pourrais faire par exemple avec d'autres gens, actuellement notamment. Plus, là, c'est vraiment un truc scientifique que j'aimerais utiliser de manière didactique à une conférence ici et là. Du coup, j'aimerais bien que ça dépasse pas trop les 20 minutes. Pourquoi ils ont perdu après 34 ans, vraiment les communistes bien géré et finalement mal géré, finalement perdu les élections, ce qui donne cette aberration aujourd'hui que ce sont des communistes qui ont été votés pour le BJP. Enfin, voilà.